C'est un peu comme si vous disiez à un mec qui fait du base jump, fais gaffe, tu pourrais mourir. Sans blague. C'est l'activité sportive qui tue le plus de gens par an, le base jump. À chaque fois que vous sautez, vous savez que vous allez mourir. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui disent que c'est parce qu'on a des risques de mourir que c'est vraiment excitant. Et bien l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Évidemment, on pourrait faire des PME qui ont des revenus linéaires, etc. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Il n'y a pas de plaisir. Alors, les startups, c'est forcément un phénomène minoritaire. Alors, vous inquiétez pas pour tous les gens que ça énerve secrètement les startups. Rassurez-vous, on arrive vers la fin. Parce que c'est comme tous les phénomènes, au début, on est curieux, après, on trouve ça formidable, ensuite, on invite Oussama à faire des conférences, et puis après, on lui lance des cailloux. Mais ça vient des cailloux, je les sens venir, je commence à entendre le truc. Donc, vous voyez, on commence à avoir des articles derrière le rideau des startups, la vérité cachée sur les startups. En fait, ces gens-là ne vont pas tous réussir, c'est vrai. Et c'est en ça que The Family est important. Que le marché soit en notre faveur ou que le marché soit en notre défaveur, que les gens ont envie de faire des startups ou que les gens n'aient pas envie de faire des startups, que ce soit à la mode de faire des startups ou que ce soit pas la mode de faire des startups, nous on sera là. Et vous savez, nous on est comme les bateaux pirates. Vous savez pourquoi les pirates cherchent des trésors? Non pas qu'ils ont un plaisir au trésor, puisque de toute façon ils les dépensent au port, ils ne gardent rien. Ils cherchent des trésors parce qu'à un moment ça symbolise le fait qu'ils ont été plus malins que les autres pirates. Pourquoi on a envie de faire des startups extraordinaires? C'est pas pour l'argent. Il n'y a pas grand monde à The Family qui a un vrai plaisir à l'argent. Je pense que la plupart d'entre nous n'auront jamais d'enfants qui hériteront. Bon, il est probable qu'il ne reste que des dettes. Oui, tout ça va. C'est pas ça le point. Le point, il est plus profond. Le point, c'est est-ce qu'il est possible à un moment de bouleverser l'ordre du monde dans la faveur et dans la vision qu'on a. Et en fait, le vrai jeu, et le jeu auquel vous pouvez avoir envie de jouer si vous êtes entrepreneur, et c'est le jeu le plus intéressant, c'est est-ce que votre version du futur va être la version qui va gagner? Parce que c'est ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, ça reste le moyen le plus sûr de prédire l'avenir. Parce que la façon la plus sûre de prédire l'avenir reste de le construire. Et tout le reste ne compte pas. Si c'est juste une question de pérennité économique, de business model, etc., il y a plein de boîtes intéressantes à faire. Et c'est pour ça que le modèle startup est un modèle minoritaire. C'est un modèle de risque qui ne correspond qu'à des boîtes hyper précises. Et si je peux vous donner un feedback que je vois de l'extérieur, il y a un truc qui me fascine, moi, sur les startups belges qui apply à The Family, c'est qu'elles ont toujours les mêmes caractéristiques de révérence. C'est qu'à la fin de la journée, elles se définissent par 3 choses. Qui sont leurs mentors? C'est assez marrant. En venant, je regardais les applies venant de Belgique. Je clique juste sur Belgique et je regarde tous les applies. Et c'est les autres applies où les gens nous parlent de leurs mentors. En plus, c'est drôle, la plupart des gens ne les connaissent pas. C'est vraiment double effet qui se trouve. C'est-à-dire qu'il y a un côté du genre, j'ai montré patte blanche à des gens incroyables. En plus, ces gens, en dehors de Belgique, ils n'existent pas. Quoi. Donc, deuxième point, les applies sont toujours fondées sur l'anti-bullshit. Vous êtes très fiers de ne pas être dans le bullshit. Alors c'est quoi l'anti-bullshit? C'est par exemple des trucs du genre, oui, bah, on pourrait dire qu'on va faire 100 millions, mais nous on préfère dire qu'on va en faire 3. Étant donné que tu vas en faire 0, mon vieux, je préfère encore plus que tu vas en faire 100. Alors pensez-y, c'est un peu comme le premier date. Vous voyez, quand on va à un premier date, en général, on essaie de sentir bon, on essaie de donner la meilleure version de soi-même, on essaie de faire un peu rêver au début de l'aventure. Hein. Si vous arrivez et que déjà vous cassez le cul l'amour, ça donne pas envie. Hein. Et puis, la troisième caractéristique qui est vraiment amusante, vous avez un talent d'optimisation fiscale hors norme. J'avais jamais vu autant de holding, de montage, mais c'est dingue en fait. Hein. Il n'y a pas un client, il n'y a pas 1 euro de revenu, et les gens imaginent déjà quand ils seront millionnaires. Mais c'est bien, hein, parce que juste avant vous avez dit qu'il ne fallait pas être dans le bullshit. Donc en plus ça montre une grande cohérence intellectuelle. Alors, si je peux me permettre quelques conseils.
cet article vraiment m'a marqué, hein, cette histoire d'écosystème machin. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé à quoi ressemblait la France quand on s'est lancé avec The Family. Quand on s'est lancé avec The Family, d'ailleurs, il faut que vous compreniez quelque chose, hein, on n'est pas en France. C'est une illusion. On a des bureaux à Paris, mais The Family, on n'est pas connecté à l'écosystème français. On n'est jamais invité au fait de l'écosystème français. La French Tech, ils nous ont même pas mis sur leur site internet. Les pouvoirs publics nous détestent. C'est pas... vraiment, on occupe un bureau à Bastille et on ne nous met pas dehors parce que ce serait vraiment légalement compliqué, quoi, en fait. Mais c'est pareil en Angleterre, en Allemagne. Déjà, on est à Berlin, mais on n'est pas allemand. On est en Angleterre, mais je ne crois pas qu'on ait vu un jour quelqu'un de vraiment dans l'écosystème anglais. Non, nous, on est à une échelle, qui est l'échelle The Family. On a créé notre propre réalité. Et dans cette réalité, il y a un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour nous. La valeur numéro 1, c'est la rébellion. On ne peut pas créer quelque chose de nouveau si on ne détruit pas ce qui existe déjà. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Vous pouvez pas dire, si vous avez envie de maintenir ce qui existe déjà, faites-le. Encore une fois, ceci n'est pas un jugement de valeur. Mais si vous êtes du côté de dire, moi je suis là pour faire quelque chose de nouveau, ça va être très compliqué d'expliquer que ça prend la place de personne. Très compliqué. Je ne sais pas comment vous faites. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont des discours du type, on va faire ça en harmonie, l'ancien avec le nouveau et tout. Même la nature, elle n'a pas trouvé comment faire ça. La nature, elle a inventé la mort pour que l'ancien laisse la place au nouveau. Et bien dans la vie économique, c'est la même chose. Si à un moment où vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, vous avez besoin d'être rebelle. La deuxième valeur de The Family, c'est le courage. Si vous n'assumez pas ce combat, si vous n'assumez pas cette rébellion, qu'est-ce que vous voulez faire? Et le courage, ça passe par le fait que vous êtes autant défini par les gens qui vous aiment que par les gens qui ne vous aiment pas. Parce que c'est le corollaire logique de ma proposition numéro 1. La troisième valeur de The Family, c'est le fun. Ça ne sert à rien de faire tout ça si on ne s'amuse pas. Je pense vraiment que la vie est une fête, que la vie, ça doit se vivre comme une fête. Il n'y a rien de grave. Par exemple, on a une start-up qui s'appelle Itch, à The Family. Je crois qu'ils se sont lancés en Belgique, ouais. Qui utilise Itch ici? Personne. Ils se sont bien lancés, putain. Vous avez tous l'air trop riches sur les Itch. Attendez, je me défends comme je peux. Hein. Parce qu'en plus, vous avez honte d'être riche. C'est mon avantage. Itch, il y a un truc très drôle, c'est que en ce moment, ils ont un... Comme c'est une boîte qui revient un peu de l'enfer tous les ans, donc Itch, il y a 3 ans, a été interdit par décision préfectorale en France. Il y a 2 ans, ils ont été interdits par une interview de François Hollande à la télé, qui a déclaré que Itch était interdit. Ça consiste en quoi? Alors Itch, c'est Jump. Vous connaissez Jump? Voilà, Itch, c'est le Jump français. Alors Jump, c'est un concurrent d'Uber, c'est une voiture de taxi clandestin. C'est le tribunal. Ensuite, ils ont eu un procès, donc ils ont fermé une deuxième fois, ils ont changé de modèle, ils sont revenus descendre, voilà. Ensuite, ils ont été interdits en correctionnel l'année dernière. Et là, il y a 2 mois, ils ont levé 20 millions d'euros et ils cartonnent, etc. Ils ont changé 3 fois de modèle. Et le fondateur de Itch m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, c'est marrant, à chaque fois qu'on rencontre des gens en ce moment, les gens nous disent, oh là là, ça a dû être très dur, vous avez dû vachement souffrir et tout. Et on ne sait pas trop quoi leur dire parce qu'on est très gêné de leur dire que non. Et on est très gêné de leur dire qu'on n'a jamais pris ça autrement que pour ce que c'est, quelque chose de très risqué. C'est-à-dire que nous, on s'est toujours dit, il n'y a aucune chance que ça marche, puis si ça marche, tant mieux. Et les seules personnes qui ont compris ça, c'est The Family. Et c'est lui qui m'a dit cette phrase, la vie est une fête, et il y a bien que chez vous qu'on le comprend. Et je pense que c'est le point le plus important d'un écosystème entrepreneurial, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Pourquoi la plupart des compétitions de pitch, etc. sont imbitables? C'est parce que les gens se prennent au sérieux. Ils n'ont rien, ils ont des slides, ils arrivent sur scène, et ils sont là, ils essayent de présenter comme si leur boîte valait déjà des milliards. D'ailleurs, si leur boîte valait des milliards, ils ne seraient pas si tendus. Et si leur boîte valait des milliards, ils ne se prendraient pas autant au sérieux, en fait. Parce qu'ils sauraient que ça vient avec beaucoup d'emmerdes. Et en fait, finalement, ce que j'ai retenu de cet article sur l'écosystème belge, c'est que je pense que l'analyse du problème n'est pas au bon endroit. Ce que vous avez besoin, ce n'est pas d'un Oussama Hamar, ce que vous avez besoin, c'est de vous-même. Nous, on n'a jamais essayé de faire quelque chose qui était importé,
Et par pitié, n'essayez pas d'importer un Oussama Hamar. Essayez de créer votre propre modèle. Et il y a peut-être quelque chose à faire en Belgique. Mais s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire autour de quelque chose qui prend racine dans les forces de la Belgique, tout en étant une rupture avec la Belgique. C'est toujours ce double mouvement. Prendre ce qu'il y a de meilleur et rompre. Rompre pour faire quelque chose de radicalement différent. Et je suis sûr que si vous faites ça, vous verrez qu'il y a plein de choses magiques qui vont avoir lieu dans l'écosystème. J'ai une question. Vas-y. Je répéterai les questions pour ceux qui n'en ont pas. Tu parles de rompre, mais tu parles de nature, et la nature, elle ne rompt jamais. Oui, bah, c'est la limite à ma métaphore. Hein. D'ailleurs, c'est le principe d'une métaphore, en fait. Hein. C'est que ce n'est qu'un ersatz de réalité. Ce n'est rarement la réalité. D'ailleurs, dans la nature, on se boufferait les uns les autres. Hein. Enfin, donc, c'est pas non plus ce que je souhaite, quoi, tu vois. Question. Tu dis qu'il faut prendre essence avec le cœur même de la Belgique pour créer quelque chose. Toi, l'essence, tu l'as lié à la France, et dans quoi est-ce que tu l'as pris pour créer de famille? Alors, qu'est-ce qu'on a pris en France dans l'esprit français? Alors, moi j'ai une chance, c'est que je suis extérieur à la France n'étant pas né en France. Et moi j'ai adopté la France. Et je pense que c'est plus facile d'aimer la France quand on n'est pas français. Ça c'est dingue, parce que je pense que c'est plus simple de venir de l'extérieur et d'adopter le truc avec tout son bordel. Alors il y a trois choses. D'abord, il y a un certain art de vivre qui est très important. La France a un art de vivre qui est unique. J'ai vécu en Chine, j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu aux États-Unis. Il n'y a nulle part où on trouve cette espèce vraiment d'art de vivre, c'est-à-dire de transformer la vie en un art et que tout soit à ce niveau de perfection. D'ailleurs, une des raisons, l'un des premiers investissements qu'on ait fait à The Family, c'est d'embaucher un chef à temps plein. C'est un des meilleurs investissements qu'on ait fait. Je pense qu'on a l'une des meilleures tables de Paris. 100% des gens qui viennent à The Family, au début, viennent par accident pour manger, puis après ils restent pour faire autre chose. Et ça, c'est un point très fort qui est un point central. La deuxième chose, c'est que la France est définie par une passion de l'universalisme. Il y a l'idée que ce qui est bon pour la France est bon pour tout le monde. Ça, c'est un truc qu'on reproche très souvent aux Français. Et c'est quelque chose qu'on a, nous, adopté. On a une forme d'universalisme dans les startups qu'on crée. On a envie de créer des startups qui fonctionnent partout dans le monde. Et donc, on a cette espèce de truc un peu napoléonien qui est que on veut faire des boîtes qui soient des géants mondiaux. Et pour être un géant mondial, il faut être universel. Et pour être universel, il faut aller chercher quelque chose dans cette essence. Et puis la troisième chose sur laquelle on s'est appuyé, c'est une certaine culture de salon. La France a historiquement créé des lieux de rencontre où des gens de tout horizon venaient échanger des idées, c'était les salons. C'était très souvent tenu par des femmes, d'ailleurs, au XVIIIe, XVIIe siècle. Alice est notre patronne. Et elle a vraiment cette espèce de figure de salon. Et c'est vraiment autour de ces choses-là qu'on a trouvé. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier bureau de The Family est une maison. C'est pour ça que notre bureau à Londres est une maison. C'est pour ça que tous nos bureaux ont l'air d'être une maison. C'est pas simplement parce que The Family, mais c'est aussi parce que cette culture de salon. Mais on a pris des choses à plein de choses. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre aux États-Unis, en termes d'ambition, d'énergie, de pragmatisme. On a pris aux Anglais leur passion internationale, leur ouverture, etc. D'ailleurs, on parlait d'ex-Europe. Moi, je suis toujours très étonné que les gens misent contre l'Angleterre, petit aparté. Le Brexit comme truc qui va coûter très cher à l'Angleterre, sans doute. Et la probabilité qu'ils s'en remettent pas et qu'ils viennent pas tous nous faire payer à nouveau est très faible. Le niveau de pragmatisme du business en Angleterre est incomparable. Il n'y a qu'à voir la différence entre ouvrir une boîte en Belgique, ouvrir une boîte à Paris et ouvrir une boîte à Londres. Je veux dire, avec une boîte à Londres, ça s'ouvre en 20 minutes. Et c'est pas un détail en fait. Il n'y a que les gouvernements pour croire que c'est un détail. Il n'y a que les gouvernements pour vous regarder dans les yeux et dire non mais franchement en France c'est hyper rapide d'ouvrir une boîte, en moins de 15 jours c'est fait. D'accord, mais eux c'est 20 minutes. Comment de 20 minutes, 2 weeks.
Question. Ton avis sur les ICO? Sur Les ICO. les ICO. Qui a acheté des crypto-monnaies ici? D'accord. Ouais. D'ailleurs, juste un truc, vous remarquerez qu'il y a que des garçons qui lèvent le main. Non, mais vous croyez que c'est pas un problème? Vous venez me dire que attendez, vous venez me dire que c'est pas un problème que l'exposition mondiale des cryptos ne soit que masculine. C'est pas un problème de féminisme ou pas, c'est un vrai sujet en fait. Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? Qu'il y a un vrai problème d'appétit au risque. Que quand on est une femme, on prend moins de risques en moyenne à cause d'une éducation qui nous apprend à ne pas prendre de risques. Pourquoi les hommes majoritairement achètent des cryptos, les femmes n'en achètent pas? C'est factuel. Parce que les hommes boivent de la bière et les femmes s'occupent des enfants. Ben voilà. Et ben, achetez des cryptos les filles, comme ça vous n'aurez plus jamais remarqué. Donc, qu'est-ce que je pense des ICO? Je pense que 99% des ICO sont un scam. Il n'y a pas de doute. Je trouve que les cryptos sont l'un des trucs les plus intéressants qui sont arrivés depuis très très longtemps. L'idée qu'une monnaie puisse être décorrélée de tout état, de tout asset, de tout lien à n'importe qui pourrait l'influencer est incroyable. J'ai beaucoup de mal à voir l'usage en dehors de la monnaie. À chaque fois que quelqu'un me pitch une ICO, en ce moment je me dis mais pourquoi faire en fait? Pourquoi le système central fonctionne? Et ça me rappelle beaucoup le début de l'Internet, parce que le début de l'Internet, la plupart des services Internet essayaient d'être des répliques de ce qui se faisait dans la vraie vie sur Internet. Et en fait, Internet a décollé le jour où Internet a créé des choses qui ne pouvaient exister que sur Internet. Et la vraie frontière sur les cryptos, c'est que des gens commencent à créer des choses qui ne seraient pas possibles dans un système centralisé. Parce que la vraie force, il y a deux grandes forces dans les cryptos, le fait que ce soit anti-censure, et le fait que ce soit décentralisé. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que la moindre ICO dit ça. En fait, je suis atterré avec tous ces gens qui ne perdent leur argent. Ça me rend très malheureux. C'est comme ceux qui ont perdu de l'argent pour Internet aussi. Ouais, non, c'est pas pareil. Les gens qui ont perdu de l'argent pour Internet, c'était pas le public. C'était là, t'as quand même beaucoup de gens très pauvres qui ont acheté des cryptos. T'as beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'argent dans les cryptos par rapport à leur patrimoine. Et ça va mal finir. De toute façon, moi je vous fais une prédiction, et là je mets ma main à couper. Les cryptos vont mettre beaucoup de gens en prison. Le jour où les gouvernements vont se réveiller, il va suffire qu'un truc tourne mal, et il y a une ICO qui va tourner mal, et on va se rendre compte qu'elle vaut rien, et le FBI ou la SEC ou je sais pas quoi va tomber dessus, après ça va être une chaîne. Et une fois que tous ces gens seront en prison, on pourra construire des trucs un peu sérieux. T'as déjà la SEC, moi j'ai eu ça avec notre train. Ouais, la SEC est très très chaude là-dessus. Oui. En Europe, en tout cas, et pour être en contact avec les institutions dans le ministère, etc., sont très ouverts à l'innovation, sont très conscients des risques, donc il y a une certaine envie de protéger le consommateur aussi, on ne sait pas comment, mais je pense, je suis convaincu qu'ils savent qu'il y aura des problèmes, mais ils veulent aussi laisser passer l'innovation. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est le grand paradoxe en fait. Mais le problème, c'est pas l'innovation, le problème, c'est les scams, c'est le niveau de scam. Là, la semaine dernière, on a vu une ICO qui avait 7 millions, et il n'y avait que des photos de Ryan Gosling, tous les membres de l'équipe dans un film différent. Ah, bah, c'est un troll ça, bon, ouais. Il a levé 7 millions, hein, sur un smartphone. Hein. Ouais, mais c'est comme les deux chouettes, quoi, enfin, je veux dire. Ouais, mais les deux chouettes, ça a marché. Je comprends, mais il faut que tu aies un minimum d'empathie envers les gens qui mettent leur argent, qui savent Moi, pas je ce le fais qu'ils pour le font. risque. Moi, je le fais parce que je sais que j'ai envie de. Non, mais toi, oui. La question, c'est le jour où il y en aura une de trop, et que tout va passer par la fenêtre parce que il y aura un délai. C'est pas la première fois que ça arrivera. Tu sais, c'est l'histoire des bands dans les années 80, où c'est le loup de Wall Street, vous avez pas vu ce film? C'est la même chose. Le jour où les bandes sont passées par la fenêtre, ils ont mis tout le monde en prison. Hein. Ils n'ont pas cherché, hein. Ils n'ont pas commencé à se dire ah lui il est bon, lui il est pas bon. Et au-delà de ça, il y aura peut-être un Google de la crypto, on va dire. Ah mais c'est évident qu'il y aura un Google de la crypto. Enfin, je veux dire, un truc tellement puissant qui va. Mais à mon avis, ça viendra en phase 2. J'ai beaucoup de mal à croire que ça viendra en phase 1.
Comment? Quand la bulle aura explosé, je suppose. Oui, mais je pense que, encore une fois, la différence entre la bulle Internet et la bulle crypto, c'est je pense qu'il va y avoir beaucoup de poursuites pénales. Ça va pas être qu'un sujet de... Mais vous imaginez, enfin, il y a l'exposition crypto mondiale, c'est 700 milliards. Hein. C'est pas que des gens sophistiqués, informés. C'est à mon avis de l'argent hyper dispersé. Le compte moyen chez Coinbase, c'est $300. Je ne comprends pas comment ils font pour dormir les mecs de Coinbase. Moi, je serais CEO de Coinbase, je ne dormirais plus. Si mon compte moyen c'est $300, ça veut vraiment dire que les gens ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas. Si le compte moyen chez Coinbase c'était $100 000, les gens prennent leurs risques, ils sont sophistiqués, etc. Mais $300 en compte moyen, ça va en faire beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre quand ça va baisser. Oui. On a parlé du gouvernement, on a parlé de famille, on a parlé de l'écosystème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre les trois pour essayer d'évoluer, d'avancer notre... Nous, une de nos idées fortes, c'est que la solitude des la solitude, c'est ce qui permet d'avancer. Si on avait essayé de parler au gouvernement, si on avait essayé de parler aux grandes entreprises, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait. Parce que c'est impossible, c'est structurel. Parce que le gouvernement, c'est pas quelque chose qui existe. Tu peux pas parler à un mec dans le gouvernement. Le gouvernement, c'est un ensemble de gens, pas très d'accord ensemble. Il y en a qui veulent à droite, un qui veut en haut, un qui veut en bas, un qui veut à gauche, et toi, tu essayes de faire ça. Tu peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est créer quelque chose dans ton coin et avancer dans ton coin. Je ne crois absolument pas aux passerelles. Donc pousser dans la zone grise et faire... Même pas. C'est même pas une histoire de pousser dans la zone grise, c'est vraiment le fait de ne pas en avoir besoin. Pas prendre d'argent. Vous avez de l'argent pour l'équivalent de la BPI ici? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de subvention d'argent public quand vous créez une start-up? Ouais, ça dépend. Ouais. Bah, restez loin de tout ça. Mais c'est tout bête en fait. Si vous restez pas loin de tout ça, vous n'aurez jamais la liberté de faire ce que vous voulez. À partir du moment où quelqu'un vous donne de l'argent, vous êtes un peu son obligé. Et il faut rester le plus loin possible des... C'est une blague qu'on a fait à la maire de Paris. La maire de Paris est venue à The Family quand The Family avait 1 an. Elle a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'entrepreneuriat à Paris? Je lui ai dit je sais pas, ouvrir des crèches. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier ouvrir un incubateur? Sérieusement. Ça ne devrait pas être son rôle. Je veux dire, quand on est maire de Paris, on ne connaît rien. On manque de crèches, on n'a pas de pistes cyclables, il y a un niveau de pollution invraisemblable, et on vient de casser les pieds pour ouvrir un incubateur de start-up. Franchement, dans la pyramide de Milo, les start-up, c'est très en haut, hein, c'est pas très en bas. Hein. Donc il y a plein de sujets que les gouvernements peuvent attaquer avant d'attaquer le sujet start-up. Et j'ai eu le même problème au Liban. Récemment, j'étais invité au Liban. Ils se sont sentis obligés de m'inviter parce que voilà. Et ils m'ont dit ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour les startups? Je me dis je sais pas, ramasser des poubelles. Le Liban est un des pays au monde qui a le plus grave problème de santé publique à cause des poubelles non ramassées. Et les mecs font une conférence publique sur les startups. Et c'est une honte. Ça n'a pas de sens. Mais il n'y a pas quand même politique. Il n'y a pas quand même dans l'enseignement, par exemple, quelque chose qu'on peut, choses qu'on peut mettre en place pour... Si, faire des meilleures écoles, surtout pas pour former des entrepreneurs. Oui, mais pour donner ce goût du risque, pour donner... Mais je pense pas que le goût du risque se donne à l'école. L'école, c'est un endroit où on apprend des choses fondamentales. Le risque, c'est pas quelque chose de fondamental. D'abord, le risque, c'est quelque chose de minoritaire. Pensez-y, si tout le monde dans cette salle devenait entrepreneur, on serait dans un film d'horreur. Et c'est ce que personne ne veut comprendre sur l'entrepreneuriat. C'est pas un problème d'élite, c'est un problème de minorité. Si tout le monde devient entrepreneur, le monde s'arrête. Vous imaginez si tout le monde se comporte comme un agent du chaos? On n'est pas dans Marvel. Il y a vraiment besoin de stabilité, il y a besoin de gens qui ont des vrais emplois, il y a besoin de banquiers, il y a besoin de notaires, il y a besoin d'économistes, il y a besoin de gens qui font tourner les gouvernements. Et c'est parce qu'il y a tout ça que les gens peuvent avoir le luxe d'être entrepreneurs. Mais il faut remettre les choses à sa place. Les entrepreneurs, quand on dit oui, les entrepreneurs changent le monde, non. Il y a quelques entrepreneurs qui, par hasard, qui ne savent pas très bien comment, ont changé le monde. Mais changer le monde dans le jeu entrepreneurial, si vous avez fait tous les niveaux, vous avez tué tous les boss, vous avez pris tous les champis, et à la fin, il y a un niveau spécial qui s'ouvre qui s'appelle changer le monde. Mais les vrais gens qui changent le monde, c'est au quotidien, prenez les gens qui travaillent dans le secteur public, prenez les gens qui travaillent à l'hôpital, prenez les gens qui sont pompiers, c'est un bordel quoi. Enfin, dans l'échelle de nos valeurs, les pompiers c'est quand même
Entrepreneur, pompier, heureusement qu'il y a des pompiers. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'une société fonctionne bien. D'ailleurs, les sociétés qui forment le plus d'entrepreneurs sont les sociétés qui fonctionnent le mieux. Pourquoi la Californie est un paradis pour les entrepreneurs? Parce que c'est l'État des États-Unis où tout fonctionne le mieux. Le système de santé est pas trop mal, le système de chômage est excellent, le logement était. Ça a changé à cause des entrepreneurs. Bon, mauvais exemple. Il y avait une question par là. Oui. Ta vision à moyen terme sur Internet? Défini moyen terme? 5 ans? 5 ans. Ma vision d'Internet à 5 ans? Ça va être vachement bien. 10 ans? Non, j'en sais rien en fait. Alexa moi j'ai une règle, c'est de ne jamais prédire le futur, sauf sur les sujets qu'on maîtrise. C'est-à-dire sauf sur les sujets où on peut influencer le futur. Et alors, nous, il y a 4 grands sujets sur lesquels on travaille actuellement, sur le futur. On veut révolutionner la façon dont les gens s'alimentent en fruits et légumes. Donc on a une société qui s'appelle Agricool et qui produit des fraises dans des conteneurs et qui va bientôt produire les 10 fruits et légumes les plus consommés dans le monde. Donc ils produisent des fruits et légumes dans des conteneurs sans eau, enfin avec très peu d'eau, 90% d'eau de moins que l'agriculture classique, sans pesticides, une énergie 100% renouvelable, zéro transport et des fruits qui sont cueillis le matin même et consommés le soir. Tout ça, niveau changement radical, c'est plutôt incroyable. Le deuxième sujet qui nous intéresse énormément en ce moment, c'est le sujet des maisons de retraite. Alors ça peut paraître dingue, mais en fait, les maisons de retraite sont un des plus grands problèmes de société et l'un des plus grandes opportunités. La population devient vieillissante, les gens n'ont plus envie d'aller dans des trucs glauques. Il n'y a pas... je veux dire, c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui un coworking WeWork soit quand même 100 fois mieux qu'une maison de retraite. Juste quand on parle notamment... les entrepreneurs n'ont pas besoin de coworking WeWork, mais nos retraités ont besoin de vraies maisons de retraite. Donc tu vois, ça c'est un sujet, je pense que Internet peut changer grandement la donne. Parce que Internet a un pouvoir magique et sous-utilisé, c'est la coordination de millions d'inconnus autour d'un objectif commun. Et c'est vraiment, en ça, Internet est vraiment l'extension naturelle des marchés. Donc il y a un truc incroyable à faire sur ce sujet-là. Et on a commencé à y travailler très sérieusement. On a un vrai sujet autour de... Je pense que la prochaine grande évolution d'Internet, c'est d'optimiser tout ce que l'intelligence artificielle peut rendre accessible et démocratique. Alors on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Moi je fais partie des gens qui ne croient pas à l'intelligence artificielle générale. J'ai plein de raisons assez profondes. Les Elon Musk qui viennent dire que Terminator va tous nous tuer et tout. Ça me passe complètement au-dessus de la tête. Pour 2 raisons. Je me dis, à mon avis ils ont tort parce que l'agressivité humaine ne vient pas de l'intelligence mais des hormones. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est en train d'installer de la testostérone dans un ordinateur. Donc je ne comprends pas trop ce truc de s'il y a une machine supra-intelligente, la première pensée qu'elle aura, c'est de tous nous buter. Pourquoi? Ouais, par qui? Par les militaires qui veulent buter tout le monde? Non, les militaires, ils veulent contrôler tout le monde, pas buter tout le monde. Et quand bien même ça devrait arriver, je ne pense pas être la personne qui a la moindre chance de sauver qui que ce soit. Donc je me dis, c'est pas mon sujet. Par contre, je crois beaucoup aux intelligences artificielles spécialisées. Je pense qu'à force de réfléchir à ce problème par mauvais angle, c'est-à-dire une réplication du cerveau humain, on oublie le plus évident. Le plus évident, c'est qu'il y a énormément de tâches répétitives qui sont faites par des humains et qui ne devraient pas être faites par des humains. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est la compta. Tu vois, la compta, c'est typique d'une utilisation collective de cerveau à valeur zéro. Ça n'apporte rien. Si une machine pouvait faire la compta à l'échelle, on aurait un gain de productivité humain qui serait considérable. Et la dernière chose, je pense que l'avenir de... Je passe un peu à côté de la VR, tout ça. Quelqu'un a acheté un casque de réalité virtuelle ici? Vous levez la main? Ok. Qui l'utilise plus d'une fois par semaine? Voilà. Ah ouais, plus d'une fois par semaine? Et vous travaillez dedans, c'est ça? Non, d'accord. Donc vous n'avez pas de travail. Ouais, la VR, je sais pas, mais par contre, je crois beaucoup à la réalité augmentée. Je pense que ça va être un game changer massif.
Et ça, je pense que ça va être un Internet très marrant, parce que ça va forcer l'Internet à revenir à de la data très structurelle. Alors, je pars un peu loin, mais qui dit réalité augmentée dit nécessité de data, qui dit structuration de cette data pour avoir du sens dans le contexte. Oui. Tu as fait un parallèle tout à l'heure avec deux familles. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai beaucoup de neveux et nièces. J'ai une grande famille. Je suis le dernier de 7 enfants et mon frère aîné a 25 ans de plus que moi. Donc, le premier a eu 4 enfants, le deuxième a eu 3 enfants, le troisième a eu 4 enfants. Mais tu fais le parallèle entre les enfants et les entrepreneurs? Ah, mais clairement. C'est une des blagues que je fais très souvent, c'est les startups sont à l'économie ce qu'un enfant est à la vie. C'est-à-dire un moment privilégié, il faut le protéger et le faire rêver. Et donc je continue Vas-y. sur ce sujet-là qui est intéressant, c'est le paradoxe entre l'échec fait progresser un enfant, et en fait ce qu'on fait de manière générale, c'est d'éviter les échecs au maximum en les aidant. Ouais. Donc, comment est-ce que tu fais? Ben, c'est un très bon parallèle, puisque moi j'ai eu cette éducation où on n'essaye pas du tout de protéger les enfants. Notamment, j'ai grandi à la campagne, donc basiquement on grandit dehors en fait. Et donc les parents ont assez peu de vue sur les risques qu'on prend. Et je pense que c'est un peu ce qui m'inspire dans The Family. Alors ma maman a une plaisanterie qui est assez amusante. Je ne sais pas si elle va vous faire rire, mais vous allez comprendre d'où je viens. Ma mère dit, le problème c'est que au fond tous les parents rêvent d'avoir un enfant qui a besoin d'eux toute leur vie. Donc le rêve secret de tous les parents, excusez-moi, ça va être très choquant ce que je veux dire, mais le rêve secret de tous les parents, c'est un enfant handicapé. Mais, Dieu merci, on a quand même tendance à vouloir aimer ses enfants. Et donc le vrai but de l'éducation, c'est qu'on puisse être remplaçable. Et que les parents ne servent à rien. Un parent a réussi son rôle d'éducateur quand il ne sert plus à rien. Et c'est cette tension entre ce désir malsain. Par rapport à ton deuxième chemin qui était la protection. Oui, mais c'est pas. Alors attention, entend protection au sens faire en sorte qu'ils ne prennent pas que des sujets qui soient. Tu vois, ton enfant peut prendre des risques, il n'a pas besoin de savoir où trouver à manger. Non, mais mon enfant, il a un GPS tracker, et je vois où il est. Ben oui, mais c'est comme tout, il y a des. Non, mais quelle est la nuance? Et bien justement, la nuance, c'est que tu dois. C'est la différence entre un service de marché qui est là pour aider l'entrepreneur à aller plus loin et quelque chose qui est là pour le fliquer, le mettre à main. Et qui mettrait un GPS tracker à son gosse? Non mais toutes les boîtes de... Non mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est plus naturel que ce qu'on imagine. Toutes les boîtes de GPS tracker sur les gosses ont fait faillite. C'est pas pour rien à mon avis. Ouais. Alors là-bas et après là et après là. Vas-y. Cette volonté exacerbée d'être universelle, go big or go home. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi chez The Family le premier risque de faire planter le projet? Bah si. Cette volonté de à tout prix scaler à fond pour Bah réussir, oui. quoi. Est-ce que finalement il n'y a pas des boîtes qui se plantent si on leur avait laissé un peu plus de temps? Ah si. À Si, Agricole, bah... on leur disait bon bah apprenez à faire des courgettes et après on va pour les patates. Et puis on fait 10 Parce que oui, je comprends ton point, mais notre point, c'est que si tu as envie de faire ça, tu le fais ailleurs que The Family. C'est pas une prison, The Family. Non, mais en fait, comment? Non, mais essayez de comprendre. Nous, on a un deal très simple avec les entrepreneurs. C'est un deal de personnes libres, qui est de leur dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 1% de chance de faire 100 sur 100. Si vous avez envie de 50% de chance de faire 50 sur 100, ne venez pas à The Family. Je te pose la question autrement. Ouais. Est-ce que tu t'es jamais dit sur des projets dont tu as tenté, tiens, on leur avait laissé un peu plus de temps? Non, Ça aurait pu être parce que si ces projets avaient été des petits projets, ça ne servait à rien de prendre 5% dedans. Et si ça ne servait à rien de prendre 5% dedans, je ne vois pas ce qu'il faut à The Family. plus tard, quoi. Mais non, alors ça n'existe pas. Bah, cite-moi un projet qui scale lentement. Comment? Ikea. Oui, Ikea dans les années 70. Super exemple. Alors, comment dire? Il s'est passé un truc incroyable entre les années 70 et nos jours, c'est que le monde a changé. Et aujourd'hui, essaye de faire un Ikea comme il l'a fait. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, au passage, si tu prends l'exemple d'Ikea, Ikea, c'est comme ça, et ensuite c'est comme ça. Et donc si tu me dis, Ikea a eu ce temps-là avant, ça ne change rien que Ikea aurait pu commencer comme ça. Hein. Il n'a pas appris.
Mais non, il n'a rien appris sur le scale. Il n'avait juste aucune opportunité de scale. Ce qui a changé la vie d'IKEA, c'est de rencontrer un banquier suisse. Mais c'est une histoire vraie. IKEA, c'était une boîte familiale suédoise qui n'avait aucun accès au capital. Ils ont rencontré un banquier suisse qui leur a donné des prêts invraisemblables et ils ont ouvert des dizaines de magasins à la fois. Et c'est parce qu'ils ont ouvert des dizaines de magasins à la fois qu'ils ont réduit leur approvisionnement et leurs frais de fournisseurs. Et c'est parce qu'ils ont réduit leurs frais de fournisseurs qu'ils ont augmenté leur marge. Et c'est parce qu'ils ont augmenté leur marge qu'ils ont pu autofinancer leur croissance. S'il avait rencontré l'investisseur année 2, et ça aurait marché aussi bien, c'est la question. Mais si ma tante, elle en avait, on l'appellerait mon oncle. Je veux dire, il y a un moment, on peut passer son temps à vivre dans un monde qui n'existe pas, et on peut passer son temps à faire de la fiction-histoire, c'est-à-dire et si, mais à la fin de la journée, ça ne marche pas comme ça. À la fin de la journée, une boîte, elle ne décide pas de scaler. Une boîte, elle subit son scale. Tu crois vraiment qu'une boîte peut dire, sur un marché, s'il vous plaît, messieurs et madame, ne venez pas aujourd'hui, venez demain parce que je ne me sens pas prêt aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que le scale, ça fait mal. C'est pour ça que le scale, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est comme dire à Usain Bolt, si tu prends un peu plus ton temps, bah peut-être que tu seras champion l'année prochaine, mais tu as plus de chances de l'être. Et bah, sauf qu'il y a un autre type. Il y a un autre type qui arrivera et qui prendra ta place. Maintenant, encore une fois, ceci n'est pas un modèle universel de l'économie. Le but du jeu, c'est pas de maximiser les chances de réussite. Parce que maximiser les chances de réussite à tout prix, c'est un exercice intellectuel qui est une illusion. Pourquoi ? Parce que tu ne maîtrises pas les différents facteurs de succès. Croire qu'on est capable de maîtriser l'ensemble des facteurs de succès d'une boîte, c'est une illusion. Tu dois faire des choix. Est-ce que tu optimises la croissance ? Est-ce que tu optimises la rentabilité ? Est-ce que tu optimises le bien-être ? Et une fois que tu as fait ce choix, tu subis les conséquences de choix. Si tu optimises le bien-être, tu auras une boîte super sympa et qui sera sans doute formidable. J'ai plein de potes qui créent des boîtes nomades, digital nomades, et ils font des livres qui sont vendus je sais pas quoi. Ils vivent super bien. Ils sont très heureux. Mais ils ont fait un choix. Et il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire un choix A et vivre comme dans le choix B. Et peut-être si ça marche, on aura le choix C. La vie, ça ne marche pas comme ça. La vie, on choisit un point d'optimisation. Et une fois qu'on l'a choisi, on y va à fond. Et moi, ce que The Family offre, c'est la meilleure infrastructure pour les gens qui choisissent la croissance comme point d'optimisation. Point. Si vous choisissez autre chose, allez ailleurs. Je ne suis pas l'État. Je ne suis pas une mission universelle d'aide aux entrepreneurs. Je ne suis pas une institution de maximisation des chances de la réussite. Je suis une entreprise privée qui prend 5% de capital. Mais les gens, ils ne raisonnent pas. Les gens, ils viennent à The Family, ils disent « Ouais, j'aimerais rentrer à The Family, ça a l'air génial. » Ok, mais ton truc ne vaudra jamais 1 milliard. Pourquoi tu veux venir à The Family ? 5% d'1 milliard, ça fait 50 millions d'euros. C'est pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose au sens où si on avait la garantie qu'à chaque fois qu'on prenait 5%, on gagnait 50 millions, ça serait grand-chose. Mais il faut le discompter de 99%. Donc c'est tout le sujet de The Family, en fait. Et c'est un choix parmi d'autres. Il y avait une question par là, après là, et après là, et après là. Moi, ça n'a rien à voir avec le sujet actuel. C'est pas grave, tant mieux. C'est juste ton opinion personnelle sur la corrélation qu'il y a entre l'avancée technologique et la liberté humaine. Oula. Alors, je vais faire une réponse, et je vais faire une réponse qui va t'étonner. Qui ici a regardé Blue Mirror ? Black Mirror. Black Mirror, ok. Qui ici a aimé Black Mirror ? Levez la main. Ok. Alors je vais vous raconter pourquoi je déteste cette série. Je déteste cette série parce que c'est une vision non active de la technologie. Aucune technologie liberticide dans l'histoire de l'humanité n'a jamais contraint qui que ce soit. Je donne un exemple. Imaginez l'épisode de Black Mirror dans lequel tout le monde se note les uns les autres. En Chine ? Oui, bien sûr. Tu crois que ça a marché en Chine ? Bah, il y a moyen. Non, ça marche pas. Et c'est un sujet hyper intéressant, je suis en train de gagner mon pari. La Chine a lancé le truc où on se note. Même dans une société chinoise contrainte par une dictature, les gens refusent de l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que la note qu'ils donnent à quelqu'un se retourne contre eux. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que le rapport à la technologie est toujours actif, il n'est jamais passif. Le jour où votre téléphone vous espionne malgré vous, et ça a une conséquence réelle sur votre vie, vous mettrez le téléphone par terre et vous le briserez. Parce qu'à tout moment, on peut décider de refuser l'usage d'une technologie. Et ce que Black Mirror ne montre jamais,
c'est le pouvoir que les gens ont contre la techno, justement. Et c'est un pouvoir qui est considérable. Et donc je pense que ta question est mal posée, puisque je ne pense pas que le sujet soit un rapport entre liberté et techno. Je pense que le vrai sujet, c'est à quelle phase par rapport à une techno on est au niveau de réalisation. Par exemple, les ados ne sont plus sur Facebook parce qu'ils refusent de jouer aux jeux Facebook, parce que ça a trop de conséquences sur leur vie réelle. Et Facebook aujourd'hui est désespéré, ne sait pas comment avoir des ados. Notre génération a été complètement ravagée par Facebook parce qu'on ne savait pas l'utiliser. Donc il y a des phénomènes générationnels de prise de conscience, ça peut prendre du temps. Effectivement, la Chine essaye d'instaurer des technos comme ça en venant d'en haut, mais en bas, ça ne prend pas. Parce que ça a un coût trop fort dans leur vie de tous les jours. Et pourquoi, par exemple, la NSA peut nous espionner tous? C'est parce qu'au fond, si on est très honnête, on s'en fout. C'est ça, la vérité. Le jour où on s'en foutra pas, ils pourront plus. Et c'est vraiment, je veux dire, ça coûte 2 scotch sur un micro et sur une caméra de les empêcher. Pourquoi la plupart des gens n'ont pas de scotch sur leur caméra et leur micro? C'est parce qu'au fond, moi je me dis, si la NSA me voit à poil, tant pis pour eux. Il y avait une question. Ouais, vas-y. J'ai insisté de nouveau le retour à la nature. Tu parles que. Oh putain. Mais tu t'intéresses. Faut pas me prendre au sens littéral, hein, c'est comme la non, religion. mais tu cherches l'exponentialité des Ouais. gains, etc. Mais la nature Mais la nature est limitée. Oui, mais surtout, est-ce que ça n'a pas à voir Oui, aussi oui, avec du populisme, dans le sens où le populisme aussi cherche le gain maximum le plus rapide, il ne cherche pas le long terme et le bien-être. Non mais en fait, on va arrêter là. Non mais parce que je t'explique, en fait, tu te rends compte que tu viens de me demander. Dans la nature, les choses sont limitées, je cherche une exponentielle qui est limitée, donc c'est comme le populisme. Les chats sont mortels, Socrate est un chat, tous les Socrates sont mortels. Non, je pense que... Non, c'est dans son syllogisme, c'est dans ce sens-là, c'est même pas le classique. Oui. Non mais en fait, non, il faut pas prendre les choses au sens littéral et philosophique, hein. Faut les prendre au sens beaucoup plus pragmatique, oui. Ben oui, mais... J'ai une question. On a vu ces dernières années vraiment une explosion dans les startups des plateformes de mise en relation. Ouais. D'abord, ton avis là-dessus sur l'avenir pour toi, tu as dû en avoir passé pas mal. Ah, ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que, voilà. Alors, on a vu une explosion des plateformes de mise en relation. Qu'est-ce que j'en pense? Et est-ce qu'on en a vu pas mal? Alors oui, on en a vu pas mal. Il y a quelque chose de très dur sur les plateformes de mise en relation, c'est que elles ont comme core business l'humain. Et l'humain, c'est le truc le plus dur à coordonner et faire que les choses aillent comme on veut. Et notamment, il y a un truc moi qui me fascine, c'est les plateformes de mise en relation de femmes de ménage. Parce que je trouve que ça rassemble à peu près tous les problèmes que vous vivrez dans un business de mise en relation. À Londres, on utilisait un truc qui s'appelle Andy. Et ma femme, à chaque fois qu'il y a une femme de ménage qui lui plaît, elle quitte la plateforme et lui donne de l'argent en direct, alors qu'il y a une feature sur Andy pour pouvoir choisir la femme de ménage qu'on aime le plus. Et alors je lui dis, mais pourquoi tu les conseilles? Moi j'ai une forme de, vous savez, je me dis les pauvres. C'est quoi leur commission de 5%, 10%, ça change pas. On peut même donner plus d'argent si tu veux à la femme de ménage et sans les consulter. Et en fait non, c'est le fait d'avoir gamé le système. Et c'est ça en fait le plaisir profond. Le plaisir profond c'est haha, j'ai réussi à tourner le système contre. Et donc en fait le problème des mises en relation, c'est est-ce que tu as une commodité de la personne? La raison pour laquelle personne court-circuite Uber, parce que la valeur d'un Uber c'est qu'il soit proche. Tu t'en fiches de qui conduit la voiture. Et c'est très dur de trouver des systèmes dont tu t'en fiches de la personne. C'est très rare. La plupart des systèmes de mise en relation ont comme valeur la personne. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous lancez une plateforme de mise en relation d'offres et de demandes, la chose la plus importante, ce n'est jamais la demande, c'est toujours l'offre, et on vous donnera toujours le conseil inverse. Mais c'est un mauvais conseil de gens qui n'en ont jamais fait. Croire que le problème c'est le marketing et la demande, c'est de ne pas savoir comment Uber dépense son argent. Uber ne dépense pas son argent à acquérir des gens qui montent dans la voiture. Uber dépense son argent à acquérir des chauffeurs. Ce qui coûte le plus cher en perte à Uber aujourd'hui, c'est la gestion de leurs chauffeurs. Et la supply, c'est-à-dire l'offre,
c'est hyper dur à tenir. Parce que c'est facile de trouver une offre à faible échelle, mais la faire scaler l'offre, c'est une horreur. Et c'est toujours la première chose à se concentrer, parce que très naturellement, la demande vient toujours en face. C'est un peu le problème de Hitch ici. Oui, c'est sans doute le problème de Hitch ici, oui. Et c'est le problème de 100% des plateformes de mise en relation. Allons-y. Alors, comme ça. Est-ce qu'il y a un secteur dans lequel The Family investirait pas? Par exemple, si demain je viens de pitcher un truc de gaming en ligne qui rend les gens super accro à un système, est-ce que tu vas pas regarder? Ouais, alors nous on est... pas de la façon là, enfin pas de cette façon-là, mais nous on ne fait que des boîtes qui nous passionnent, et on aurait du mal à être passionné par des boîtes qui font pas beaucoup bien. Après, c'est pas, la morale c'est pas universel, t'as des trucs qui font débat. Par exemple, je sais pas, on a des boîtes d'alcool dans The Family. Je le vis très bien de saouler les gens. Je pense pas que je fais du mal. Mais par exemple, on a refusé une boîte d'armement terrifiante. Terrifiante. C'était une sorte de missile en intelligence artificielle, truc. J'espère que c'était une blague ce truc. Mais tu vois, ouais, non, c'est pas universel. Après, on est plutôt libéraux, on est plutôt ouverts. On a des boîtes dans le X par exemple. Tu vois, on n'a pas de problème avec ça. Tu vois, le truc de gaming, tu dirais qui ça rend qui addict, comment. Ce sera un sujet qui me concernerait. Ouais. Mais après, bon, c'est pas, en plus on est 10, on n'est pas tous. Par exemple, on a eu un grand débat récemment, tiens. Voilà, un truc concret qui va. On était tous très mal à l'aise parce qu'il y avait un mec qui rachetait du lait maternel à des femmes qu'on avait trop et qui le vendait à ceux qu'on n'avait pas. Essayez d'y réfléchir, parce que quand vous avez un bébé et que vous n'avez pas de lait maternel pour des problèmes médicaux, etc., et notamment le marché, c'est des femmes en chimio, c'était leur niche, c'était d'acheter du lait pour des femmes qui sont en chimio. Sur le coup, tu as une première réaction, tu te dis, oh là, mais quelle horreur, machin. Après, le mec t'explique ce qu'il fait, comment il le fait, machin. Puis après, tu commences vraiment à flipper, quoi, en fait. Parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est un besoin réel, dont tu n'avais jamais eu conscience. Qu'en fait, personne ne sait répliquer un lait aussi bon que le lait maternel. Donc, deuxième niveau de flip. Tu croyais la pub Nestlé, t'y croyais, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et puis, en fait, tu rentres dans le sujet et à la fin, tu pourrais faire un doctorat d'éthique sur le sujet, en fait. Tu vois. Et alors, ce qui nous a sauvés, c'est que le mec n'a pas voulu rentrer à The Family. mais je sais pas, Et c'est fou, hein, parce que ça nous a vachement foutu mal à l'aise dans cette espèce de tension entre tu es heurté dans ton cœur, mais tout dans ta tête te dit effectivement, il n'y a pas de raison de juger, quoi. On a eu un autre sujet comme ça, alors ça c'était facile à régler parce que c'était vraiment infaisable en France, mais c'était les sujets de marketplace de GPA, gestation pour autrui. Dans ce genre sujet moral contemporain, où moi je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire. Je vais être pour, contre, je sais pas. J'ai du mal à dire que je suis pour, j'ai du mal à dire que je suis contre, ça me fait flipper. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez 10, vous devez être tous les 10 d'accord? Non, justement, non, chacun. Une des règles de The Family, c'est qu'il suffit qu'un des directeurs te veuille pour que tu rentres. Et si les autres ne veulent pas, tu ne le sais jamais. C'est très important. On fait le consensus, ça marche pas. Voilà. Oui. Justement, est-ce que tu peux rappeler la proposition de valeur de The Family? C'était toute mon intro. On a un super site. Il dormait. Non mais on fait rien de concret, si c'est ta question. On n'offre pas de locaux, on n'offre pas d'argent, on n'offre pas de programme. Les gens qui cherchent du concret, il ne faut pas qu'ils viennent à The Family. On offre de l'intangible, du rêve, de la poudre de perlimpinpin. Ah non, c'est le principe en fait. C'est le principe de l'intangible, ça se précise pas. On a un super site internet. Ouais. Alors, ouais, c'est une très bonne question. En quoi on est différent de la Silicon Valley? Alors, on est différent en 3 sujets. Sujet numéro 1,
on est prêt à faire des entreprises traditionnelles de façon numérique, chose que la vallée est incapable de faire. Un Agricool, un Fretlink, même un Menu Nextdoor dans la vallée, bon courage. Et ça, c'est une des grandes forces de l'Europe. Je pense que l'Europe sous-estime les actifs à disposition que tu peux utiliser de façon nouvelle et que tu ne peux pas faire dans la vallée. Prends un Agricool, le niveau d'expertise en agronomie que Agricool a embauché est complètement indisponible dans la Silicon Valley. Et donc c'est plus une question de comment tu amènes ce hacker spirit à des populations qui d'habitude n'y ont pas accès, plutôt que de te dire comment créer le prochain réseau social pour concurrencer Facebook ou Snapchat. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que la nature distribuée de l'Europe force les entreprises de The Family à avoir des managements distribués que le centralisme de la vallée n'accepte pas. L'une des forces de la vallée, c'est leur centralisme. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle la capitale crypto dans le monde, c'est Berlin, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est très décentralisé l'Allemagne. L'Europe, en général, c'est très décentralisé. Et si tu veux opérer à une échelle européenne, il faut apprendre à opérer de façon décentralisée. C'est pas facile, mais on apprend et on fait des choses. Et la troisième chose qui nous différencie avec la Silicon Valley, c'est que on essaye de créer des projets qui ont un... Comment le dire qui ont une approche esthétique que la vallée est incapable. La vallée, c'est froid, c'est robot, c'est... comment ? Voilà, c'était le fameux art de vivre dont je parlais tout à l'heure. Je pense que tu as énormément à apporter sur le marché avec ça. Si quelqu'un concurrence Amazon, c'est pas en créant quelque chose de plus efficace en logistique qu'Amazon. Tu peux pas ça. Par contre, tu peux créer un truc de commerce qui a beaucoup d'âme, qui met un petit chocolat dans le colis, des trucs qui ne savent pas faire, parce que c'est pas leur KPI en fait. Et tu peux ramener beaucoup de choses. Tu peux ramener beaucoup de choses du monde du luxe, tu peux ramener beaucoup de choses du monde de l'art. Par exemple, l'une des populations les plus sous-exploitées et dont on monde a un filon, c'est les littéraires. Tu vois, les littéraires en Europe, c'est un truc, ils sont super bien formés, ils savent bien écrire, ça fait rêver, mais ils sont absolument pas utilisés dans les entreprises classiques. Et dans toutes les startups de The Family, il y a des types en content et en story qui sont hors normes en fait. Nous on a 2 doctorants en italien dans notre équipe, quoi. Vraiment, quand on fait un doctorat en Italie, en italien, on n'a pas vraiment de job dans une boîte d'investissement, quoi. Ouais. Tu penses quoi de la démocratie 2.0 ? Donc, citoyen, que du bien. Mais je sais pas quoi dire, c'est pas très réel quand même, le truc pour l'instant. L'implication citoyenne qui peut être rewardée par une déduction d'impôt, par exemple. Oula. Alors non. Puis quoi encore ? C'est-à-dire que c'est en train de me dire que les gens qui vont aller grenouiller pendant que moi je bosse vont payer moins d'impôts que moi ? Non, les gens qui vont se bouger pour ton pays. Ouais, mais définis bouger. C'est faire quelque chose qui a de la valeur comme tu pourrais avoir. Définis valeur. Mais non, mais c'est tout le point en fait. Ça reste collaboratif. Justement, j'aimerais bien que ça reste vraiment collaboratif et que tu commences pas à corrompre les gens, quoi. Et donc tu préfères que ce soit centralisé au niveau étatique ? Non, je pense que si les gens ils ont vraiment envie de... Tu vois, je vais donner un exemple. La non-profit que je soutiens le plus s'appelle Watsi. Qui a déjà entendu parler de Watsi ? C'est écrit W-A-T-S-I. Si vous voulez faire une donation une fois dans votre vie, faites-la à Watsi. C'est une cause qui me tient énormément à cœur. Watsi, c'est la première sécu sociale universelle qui permet à des gens qui sont dans des pays où la sécu n'existe pas d'avoir leurs frais de santé couverts à 100%. Et ils viennent de créer la première sécurité sociale distribuée en Ouganda, qui est en train de devenir la sécurité sociale officielle d'Ouganda. Et c'est 50 000 personnes couvertes en moins de 3 mois. Et ils sont en chemin pour plusieurs millions de personnes couvertes en Ouganda. Et ils vont pouvoir créer la première sécurité sociale décentralisée. Tu vois, ils se sont bougés, ils ont fait des trucs, ils ont rien demandé à personne, ils n'ont pas eu besoin de l'État, et ils sont en train de faire quelque chose qui est une mission étatique extraordinaire, une sécu. Donc moi je pense que dans le monde associatif, on peut faire des trucs incroyables. Mais encore une fois, t'imagines, donner une réduction d'impôt, sur quels critères, comment, ça va être encore une foire d'emploi. Non, mais moi je te dis que c'est même pas souhaitable en fait, il faut mieux garder des trucs simples en fait. Oui. Comment tu vas travailler avec Rocket Internet? Dans le sens que vous allez à Berlin maintenant. Ouais. Concrètement,
finalement, si tu veux, ils appliquent exactement le modèle Silicon Valley, Ouais. Copycat, etc. Et vous, par rapport à ça? Bah, de toute façon, Rocket, c'est fini, mon vieux. Rocket a officiellement arrêté de copycater qui que ce soit. Ah ouais? Ouais. Non, ils ont annoncé il y a 1 an et demi, c'est fini, ils ne le font plus. Donc, comment? Ouais, donc, comment on fait? On prend les gens de Rocket et ils essaient de s'absoudre chez nous, quoi. Rocket, franchement, on a dit beaucoup de mal de Rocket, mais moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même créé un modèle unique, à scale, en Allemagne, en partant de rien. Ils ont quand même fait Zalando. C'est comment? HelloFresh. Donc ils n'ont pas. C'est toujours facile de regarder les gens et leur dire ah, c'est pas bien, copycat. Ouais. Non, mais je te dis pas toi, je te dis en général. Mais maintenant, ça y est, le cycle Rocket il est fini, quoi. À Berlin, Rocket. Ça reste quand même une grosse marque. Donc, toutes les personnes qui vont aller dans les innovations ont toujours la marque qui veut le copycat, etc. Donc, quand. C'est pas le Berlin que nous on voit. Ouais. J'ai pas l'impression que. Je pense qu'il y a plein de trucs à Berlin maintenant dans Rocket. Et on travaille pas avec Rocket à Berlin. Dernière question. Ouais. Dernière question, c'est pas. Ok. Alors. On a touché le concept de nature de 3 fois, ce qui m'a fait penser au concept d'économie de la connaissance. Ouais. De Durkheim. Je trouve ça vachement intéressant. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui va dans ce sens-là de votre côté. Non, pas vraiment. Désolé. Je suis désolant. Vous pouvez juste expliquer votre réaction? Non, franchement, je fais pas d'abdominal. Donc le concept d'économie circulaire, ça vous dira? Non, c'est question suivante. Ouais. Vas-y. Comment reste-t-on cohérent avec ces valeurs de départ lorsqu'on devient énorme? Je pense à Airbnb, c'était un matelas pneumatique au départ, et maintenant ils sont en train de shifter vers des logements de luxe notamment. Parce que, Tu souffres, c'est pas bon de grossir, tout le monde le sait. Quand tu grossis, t'as plein de nouveaux problèmes que t'avais pas avant, t'es maigre. Et ben c'est comme ça. C'est le drame de la réussite. Hein. Tu pointes quelque chose et c'est une espèce de tragicomédie qu'on vit tous. On rêve tous de changer les choses, on les change et on devient la nouvelle norme. Et moi, je regarderai avec beaucoup de délectation les gens qui disrupteront The Family à Paris. Le jour où on sera trop gros. J'espère un jour rencontrer un jeune garçon qui va m'expliquer que tout ce qu'on a fait est nul et qu'il faut tout mettre par la fenêtre. Je vivrai ce moment comme un moment de joie. Comme un moment de joie, parce que ça voudra dire qu'on a réussi à faire quelque chose, en fait. Airbnb tue les hôtels, parce que les hôtels sont une réussite extraordinaire du XXe siècle, en fait. Et quand Airbnb sera trop gros et sera tué par je sais pas qui fera des matelas spatiaux, et ce sera parce que Airbnb, justement, a été une réussite du XXIe siècle. C'est la première règle. Ouais, exactement. Donc c'est le cycle. Vas-y. À quel point la rentabilité d'entreprise est quelque chose d'important pour toi et ça doit être un objectif en soi? Oui, c'est essentiel. Il n'y a rien de plus important. D'accord. Mais les gens confondent rentabilité et perte. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir un business model rentable, mais que tu peux investir plus que ce que tu gagnes. Il faut pas confondre deux choses. Il faut confondre, tu as la vision atomique d'un business model. Je gagne A, je dépense B et ça tourne. Donc je gagne plus, A est supérieur à B. Et il y a ensuite le fait que tu as des coûts de structure qui sont supérieurs à ce que ton business model a besoin parce que tu investis sur l'avenir. Et donc, est-ce que tu vas utiliser ton profit, la différence entre A et B pour grossir, ou est-ce que tu vas utiliser 2 fois ton profit, 3 fois ton profit, 4 fois ton profit, 10 fois ton profit? Et je pense que c'est 2 mouvements très séquentiels. Nous, notre obsession numéro 1 avec les startups, c'est qu'elles aient des unités économiques rentables, profitables, fortes. Et une fois qu'elles ont ça, on essaye de les faire scaler. Et pour te le dire, tu as à peine 20% des startups qui arrivent à passer cette phase d'unit economics. Et finalement, c'est très rare que les startups meurent en phase 2. Là, tu as plutôt 80% de taux de succès.
C'est quand tu as des unités économiques fortes. Ce qui est très dur, c'est d'avoir des unités économiques fortes. Ça, c'est... Taux de marge en français. Ouais, taux de marge en français. Mais c'est pas juste le taux de marge, c'est le taux de marge contributif, on dirait en français. C'est-à-dire la marge que tu peux utiliser pour ta croissance. Et ça, elle doit être super importante. Allez, dernière question pour de vrai. Désolé. Est-ce que vous pensez que dans le monde du travail de demain, il y a de plus en plus d'indépendants, de moins en moins de salariés? Je pense qu'il ne faut pas être un grand médium pour voir qu'il y a de plus en plus d'indépendants et de moins en moins de salariés. Et que donc, la courbe va forcément continuer. Maintenant, est-ce que le salariat va disparaître? J'y crois pas. Je pense que la question, c'est plutôt la fluidité entre les deux qui va être de plus en plus extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens se définissent en tant qu'indépendants, on se définissent en tant que salariés. Et que ça va se flouter. Et que les gens auront des phases d'indépendance et des phases de salariés. Et que l'un ne va pas remplacer l'autre. C'est juste que c'est deux modèles qui vont devenir très complémentaires, à mon avis. Alors, si je peux vous donner tous un conseil très simple, il n'y a rien dans lequel vous pouvez investir dans votre vie qui a plus de valeur qu'investir dans vous-même. Vraiment le moment... Mais vous n'imaginez pas à quel point l'impact exponentiel d'investir en soi est sans fin, en fait. Et ça passe par le fait que le savoir n'a jamais été aussi disponible et que vous pouvez tous devenir hyper proactifs sur le fait d'investir dans vous-même. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Bon, on va applaudir, s'il vous plaît. Sincèrement, merci beaucoup pour tout ça. Il y avait beaucoup de choses, j'ai du mal à généralement trouver une petite chose qui pourrait résumer tout ça. J'ai en tête de me demander si ma tante est réellement ma tante ou si mon oncle est plus ma tante, ça je ne sais plus, je sais rien le voir. En tout cas, il y avait énormément de bonnes choses. Merci beaucoup pour ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à cet événement. J'ai aussi le petit moment un peu plan-plan, mais dire merci à tous les gens qui sont là, les photographes, les lumières, la salle, nos sponsors, Pikit. Voilà, c'est un plaisir. Merci beaucoup. On a un petit cadeau qui vient un peu de chez nous. J'espère que ça passera à la douane. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ça. Assez bien l'alcool ou on a quand même pris des chocolats, on va dire. Enfin, donc merci beaucoup pour cette super présentation. Pour l'anecdote, je prépare actuellement une ICO, donc si vous ne me voyez pas à la prochaine événement, je suis en prison d'après ce que tu présentais. Pour le prochain événement, on invite Alexander Rodak, qui est CEO du groupe Immobel. Donc c'est un groupe qui pèse près d'1 milliard d'euros, qui est coté en bourse, et qui va nous parler de l'avenir de l'immobilier. Donc comment est-ce qu'il voit la transition, comment est-ce qu'il voit son rôle en tant que promoteur immobilier dans la société, que ça passe du coworking au co-living, aux maisons de retraite, on va parler. Cette conférence, elle sera réservée aux membres, elle sera en un peu plus petit comité, donc il y aura entre 100 et 150 places. Donc si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à le faire rapidement. Ça se passe sur notre site, c'est très facile, c'est très abordable aussi. Et voilà. Donc maintenant, je vous invite tous à prendre un nouveau verre et voire 2 ou 3 pour suivre la soirée et poser vos questions si vous en avez encore à notre... Merci.